Mathieu, réveille-toi. C'est l'heure de faire le dernier podcast avant le nouveau film de Batman de la rétrospective de l'univers de DC Comics. Ah, mais je faisais le meilleur des rêves. Meilleur ou pas, t'as fait 33 films pour pouvoir te rendre jusqu'à là. Alors, encore un petit effort. Ah, OK. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Save Martha. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Corto Maltese. Aujourd'hui, nous parlons de l'Escadron Suicide, la mission, sortie en 2021 et réalisée par James Gunn, avec Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, John Cena, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Viola Davis, Michael Rooker et Sylvester Stallone. Je suis Mathieu et tu sais, c'est quand même assez étrange, hein? Mais moi, depuis le début du podcast, là, toutes les centaines de millions d'auditeurs que j'ai, ben, tu sais, moi, ils ont toute la tête à ma mère. Mais en tout cas, ça se passe dans ma tête, là, mais c'était juste pour que vous le sachiez. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de DC Comics. Aujourd'hui, ben c'est ça, c'est le dernier épisode avant qu'on se rende à The Batman. Ben, tu sais, je dis c'est le dernier, mais ça sera pas officiellement le dernier. Je vais continuer à parler quand même là, de des films animés dans les prochaines semaines qu'on va amener là, au film là, de The Batman, mais officiellement, c'est le dernier film. On est rendu à The Batman dans toute la rétrospective. Là. Ça va faire 34 films qui ont été couverts là, dans toute la rétrospective officiellement. Puis plus les bonus, là, ça monte au-dessus de 40 films. Là. C'est vraiment énorme. C'est la plus grosse rétrospective là, que je vais avoir couvert là, depuis le début du podcast. Même l'année passée, j'ai couvert là, tous les films de James Bond avec 28 films. Puis c'était pas autant là, que la rétrospective. De qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est sûr que je couvre tout plein d'épisodes de Star Trek qui fait techniquement que je fais plus d'épisodes de Star Trek, là, mais en fait de film, là, c'est vraiment énorme. Puis ça fait juste grandir, puis ça va grossir là, au courant de l'année avec Black Adam qui s'en vient, le film de The Flash. Je pense qu'il y a un film sur Batwoman aussi. C'est vraiment énorme là, comme rétrospective. Puis si vous voulez comparer là, la grosseur des rétrospectives, ben rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir trouver là, toutes les rétrospectives là, que j'ai couvertes au courant là, des pas loin de 4 années là, du podcast. Comme la franchise des John Wick où il y a 3 films. La franchise des Transformers qui a, je pense, 7 films. La franchise des Conan qui a 6 films. En tout cas, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Là, vous allez pouvoir trouver là, plein de rétrospectives là, que j'ai couvertes. Mais c'est ça, aujourd'hui, ben c'est ça. On parle de The Suicide Squad, la distinction en anglais. Qu'on l'a rajouté là, le mot The avant. En français, ben c'est ça, tu sais, je pense qu'on savait pas quoi faire parce qu'on avait déjà le film là, qui s'appelait L'Escadron Suicide. Fait qu'est-ce qu'on fait comme deuxième film? Ben tu sais, on l'appelle L'Escadron Suicide, la mission. Pareil comme le film de Rambo 2, que c'est ça, le titre dans le fond, là, c'est genre Rambo 2, la mission, au lieu de juste être Rambo. Du coup, je me rappelle, le Dévastateur, je pense, c'est le premier film. Aujourd'hui, on a James Gunn, réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie, là, volume 1, volume 2. Il y a une couple d'années, il y avait eu un scandale là, qu'on avait refouillé dans son passé. Là, je pense que c'est sur son Twitter ou telle autre page, là, son Facebook peut-être. Puis on avait ressorti là, un tweet qu'il avait fait, puis que il paraissait pas très bien. Puis dans le fond, sur son contrat là, de Disney, on avait tiré la plug là, directement là, aussitôt là, que ça avait ressorti public.
Puis, bien sûr, DC s'en ont servi un peu là, pour justement aller voir James Gunn puis lui proposer là, le projet là, de Suicide Squad. Ce qui fait du sens quand même parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu la même affaire, Suicide Squad et Gardien de la Galaxie. C'est pas mal, tu sais, plein de personnes qui sont rassemblées ensemble, mais tu sais, dans le fond, qui ne vont pas techniquement pas mal ensemble, puis, tu sais, dans le fond, d'essayer d'harmoniser ça ensemble. C'est sûr que ça va ressembler à un film de Gardien de la Galaxie, mais la différence avec Gardien de la Galaxie, ben, c'est qu'on peut enlever un peu là, de censure. On n'est pas dans le Marvel Universe. Mais en tout cas, ça fait quand même un bout là, que j'ai vu là, les Guardians of the Galaxy, là, les deux films. Là, je pense que je les ai vus au cinéma simplement. Je les ai pas revus là, les deux là, depuis ce temps-là. Fait que ça fait quand même une bonne couple d'années. Faut pas oublier aussi que le film là, de David Ayer de 2016 de Suicide Squad, ben lui, il avait été plus ou moins bien reçu. Les critiques avaient été quand même assez fortes dessus, mais avec raison. J'ai l'épisode là-dessus, dans le fond, là, vous pouvez entendre ce que j'ai à dire là-dessus. Mais il était clair à partir de là qu'il fallait faire quelque chose. Dans le fond, si mettons on voulait avoir une suite au Suicide Squad, qui était un très bon concept pour l'univers de DC, je pense que tu peux bien le faire là, dans l'univers de DC. Puis c'est ça, si mettons on voulait continuer le concept, là, on pouvait pas continuer là, avec David Ayer, malheureusement. Là, rien contre la personne personnellement, mais c'est qu'est-ce qu'on a eu comme produit final, ben je pense qu'il fallait aller un petit peu côté plus extrême, chose qu'on a aujourd'hui, puis c'est ça qu'on nous avait promis là, la dernière fois. Fait que avec James Gunn puis son style, puis de plus à harmoniser là, plusieurs personnages là, qui sont vraiment opposés ou vraiment différents, ben c'est ça que je pense qui était le meilleur choix là, à faire là, pour amener là, James Gunn. Alors, le film en fait d'idées. Il y a plusieurs idées un peu. C'est sûr que la base du film, là, comme la thématique en tant que telle, c'est de pas faire confiance à personne. J'ai parlé d'un film animé là, il y a quelques jours du Suicide Squad, de Hell to Pay, où c'était vraiment tout le monde était chacun pour soi. C'est un petit peu la même idée aujourd'hui, mais on est capable un peu là, de créer là, des liens de confiance entre les personnes. Mais il faut quand même rester là, sur nos gardes, parce que n'importe qui là, pourrait arriver là, puis juste poignarder là, dans le dos n'importe quand. Mais on va apporter, on peut se poignarder dans le dos, on peut faire toutes sortes d'affaires. Mais ce qu'on va arriver là, beaucoup à dire aujourd'hui, là, il va y avoir, ça va aller un petit peu avec l'idée. Là. On a Taika Waititi qui fait un caméo là-dedans aujourd'hui, là, qui est le réalisateur là, des Ragnarok. Là, puis en tout cas, il est plus pogné dans le Marvel dans ce temps-ci, là, qui fait le père là, au Ratcatcher 2, que un bout il va arriver, il va dire là, que les rats ont une raison d'être, là, comme pas mal tout le monde. Là, dans le fond, que ça soit n'importe qui, là, que tu sois en haut ou en bas, dans l'échelle de la vie, ou en tout cas, mettons ça en guillemets, là, tu as quand même tout le temps une raison d'être, là, peu importe, là, c'est toujours une raison d'être. Puis, dans le fond, tout ce qui est amené là-dedans, ce qui va pas mal tout motiver tout le monde, quand on la regarde pas mal tout le scénario en tant que tel, c'est à chaque fois qu'on va parler là, d'enfants en danger, ben c'est là où que tout d'un coup, tout va activer. Fait que, on a bien beau être n'importe qui, puis on a bien beau vouloir poignarder n'importe qui dans le dos, tout ça, mais la motivation principale là, de pas mal tout le monde là, dans le film, là, que ça soit Bloodsport, que ça soit Flag, que ça soit Harley Quinn, que ça soit même l'équipe qui travaille avec Amanda Waller, ben à chaque fois qu'on parle là, d'enfants en danger qui ont été tués ou n'importe quoi, ben ça c'est mis à part juste la première fois qu'on va nommer là, d'enfants là, avec le personnage de Weasel qui a tué 27 enfants, c'est genre la seule fois où on n'a aucune réaction là-dessus. Mais pour le restant, ben, chaque fois qu'on parle d'enfants en danger, ben, ça reste que faites n'importe quoi, mais aussitôt que on parle d'enfants en danger, ben, c'est carrément là, c'est pas la bonne place où aller. Puis avec raison, t'as gagné. Alors, le film ouvre avec une chanson de Johnny Cash, Folsom Prison Blues.
Comme j'ai déjà mentionné au podcast, je pense que la dernière fois qu'on a parlé de Johnny Cash, ça arrive qu'il apparaît quand même assez souvent là, dans des films, mais je pense que c'est dans le film de Logan où c'est genre le générique en tant que tel, mais tu sais, je suis pas un gros fan là, de Johnny Cash. Je le respecte bien gros là, pour qu'est-ce qu'il a fait, mais tu sais, en tant que tel, là, le country, c'est vraiment pas là, mon go-to music, mettons, là, tu sais, c'est juste que j'ai de la misère à embarquer là, puis tu sais, c'est pas que je veux être méchant en tant que tel là, mais j'ai de la misère à comprendre comment qu'on fait pour aimer sa musique. J'y enlève à rien, je veux dire, tu sais, chacun a le droit à ses goûts, tout ça, mais tu sais, j'ai bien beau masser puis essayer de l'écouter, ça tu sais, il n'y a aucun lien là avec je suis pas capable du tout là, tu sais, c'est pas que je déteste, c'est juste que il y a aucune connexion qui se fait là avec sa musique. C'est malheureux parce que je sais qu'il a une bonne carrière puis tout ça, puis tu sais, tant mieux, tu sais, je veux dire, on n'est pas fait tout pour s'entendre puis tout avoir les mêmes goûts, sinon ça serait plate, hein, honnêtement. Mais tu sais, c'est ça un peu aussi là, tu sais, avec Johnny Cash là, c'est vraiment plate là, mais tu sais, j'ai vraiment aucune connexion avec sa musique. Puis ça va aller avec pas mal toute la musique dans tout le film, tous les choix musicaux qui vont avoir été faits. La plupart, il y a beaucoup là, de vieux punk là-dedans, puis tu sais, en tout cas, des choses que j'ai pas vraiment de connexion avec. Oui, j'aime le metal, j'aime le vieux rock, j'aime un peu le nouveau, des affaires de même, là, mais c'est comme on dirait que juste les choix musicaux aujourd'hui, ils ont aucune connexion avec moi. C'est pas quelque chose que je vais tenir contre le film. Je sais comment ils sont faits, là, les films de James Gunn. En général, c'est tout le temps là, la musique, elle fait beaucoup partie là, du film, de l'expérience, tout ça. Puis je dirais que le pire, là, c'est que c'est juste en partant. Je pense que c'est la tune de Johnny Cash que j'ai beaucoup de la misère à embarquer avec au début. Mais les autres, ça y va avec le film. Je suis capable de prendre pour l'expérience. Mais c'est de la musique que je vais jamais écouter là, en dehors là, du film en tant que tel. Fait que, tu sais, pour les choix musicaux, c'est juste que ça fit pas avec moi. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que, tu sais, quand j'ai parlé là, du film de King Kong ou Skull Island l'année passée là, avec Christophe, tu sais, je parlais dans ce temps-là où vers les 2017, là, puis tu sais, même le film de Suicide Squad 1, là, puis Guardians of the Galaxy, où ce qu'on avait comme tout le temps là, des trames sonores, où on allait rechercher là, des tunes populaires du temps. Puis des fois ça me débarquait plus que d'autres choses parce qu'en tant que tel c'était des tunes qui étaient connues puis que dans ma tête j'embarquais là, dans d'autres contextes. Aujourd'hui les tunes je les connais pas vraiment, fait que en tant que tel ça m'aide à beaucoup plus embarquer là, dans l'ambiance du film. Fait que c'est quelque chose qui est plus du côté positif, le choix musical, puis le fait de pas aller chercher là, tout le temps là, des hits du temps. Ben, ça l'aide à l'expérience, là, des tunes qui sont plus connues là, aujourd'hui, quand même, là, qui ont traversé le temps. D'aller chercher plus des tunes qui sont peut-être un petit peu plus sombres, peut-être que vous en connaissez un peu au travers, là, peut-être que vous êtes plus, c'est plus votre genre. Mais moi, en tant que tel, là, mettons dans la radio commerciale, là, ben, c'est des tunes là, que j'ai jamais croisées là, en tant que tel. Fait que pour moi, ça m'aide beaucoup là, pour apprécier le film. Là. Fait que on va croiser le personnage ça va être notre personnage point de vue là, pour toute introduction là, de 12-13 minutes. Le personnage de Savant joué par Michael Rooker, que d'après ce que je peux comprendre là, sur le commentaire audio avec James Gunn, il dit qu'il utilise dans tous ses films, puis dans le fond, je pense que je l'avais vu là, dans Guardians of the Galaxy justement. En tout cas, peu importe parce que je l'ai vu, je pense qu'il jouait dans Walking Dead, mais en tout cas, il joue un peu partout. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est notre personnage point de vue. Je me suis dit, je sais pas si on va suivre tout le long du film, puis dans le fond, on le suit pas ben long au début du film, mais c'est juste la manière là, qu'on a tout monté le début du film. On embarque dans le début, on a Amanda Waller qui envoie Savant sur une mission. On est introduit au personnage de Rick Flag qui revient du premier film. Puis le Task Force X, qui est notre Suicide Squad numéro 1, avec le Captain Boomerang qui revient du premier film. On a Harley Quinn qui revient encore du premier film, puis qu'on a parlé là, dans le film de Birds of Prey. On a Blackguard, on a Mongal, on a Javelin, puis on a TDK, The Detachable Kid, avec
Weasel, je trouve ça vraiment drôle, quelque part, parce que Rick Flag, il nomme tout. Il nomme tout vraiment, assez sur un ton monotone, où, il essaie de faire son tough en les disant, mais quand il dit Weasel, c'est comme on dirait que ça a l'air être une genre de prise bizarre, quelque part. Ça sonne toujours drôle dans mes oreilles. Puis c'est ça, dans le fond, on voit tous les personnages en quelques minutes, une fois qu'ils sont sur l'avion, puis sont sur le point, ou l'hélicoptère, qui sont sur le point là, de s'en aller là, vers Corto Maltese. Puis, je trouve que le montage est assez bien. Tu t'attends à quelque chose là, de peut-être un petit peu plus sérieux, puis dans le fond, c'est comme on sait que c'est des durs à cuire, mais quelque part on trouve moyen de placer tout l'humour au travers de ça, surtout quand on arrive à Weasel. Puis il y a de l'air vraiment étrange. C'est là que je me dis, c'est quoi qu'on essaie de faire avec? Il est déstabilisant, il y a les yeux qui partent un peu partout. Je parlais de King Kong tantôt, là, dans la même rétrospective, là, je parlais là, de Godzilla de 2016 ou 2014, là, film... qui est plus juste sorti au Japon. Là, c'est la version japonaise là, aux mises à jour de Godzilla. Là, c'est Shin Godzilla. Que justement, il y avait comme un peu les yeux un peu bizarres. Tout ça, c'était déstabilisant. Puis c'est un peu la même affaire qu'on a avec Weasel. Puis tu sais, ce personnage-là, on le verra pas longtemps, là, Weasel, une fois qu'il va sauter. Tu sais, c'est comme tout a l'air, tout bien des toughs, là, qui sautent dans l'eau, là, tu sais, ça a l'air toute l'escadrille de SWAT ou de commando là, qui s'en va sur une île, puis tu sais, Weasel il tombe à l'eau, puis finalement il coule tout de suite, tu sais, il peut pas nager. Tu sais, c'est comme tu sais plus comment prendre le film en tant que tel. Puis tu sais, je pense que juste dans le 12 minutes en partant, on m'a gagné vraiment pour ce film-là. Tu sais, dans le fond, t'as le massacre sur la plage. Ça paraissait un peu que c'était un set, là, dans le fond, là, qu'ils n'ont pas trouvé de plage pour filmer. Là, que c'est juste quelque chose qui a été monté. Réalisateur, sur le commentaire audio, a l'air d'être vraiment fier de cette scène-là. Ben, tu sais, ça me fait penser à Die Another Day. On a une scène sur la plage, puis ça paraît là, vraiment qu'on est sur dans un studio, mais c'est correct. Dans le fond, il faut avoir le contrôle de son environnement là, pour une salle de même, pour toute la scène. Puis là, c'est là où, dans ces scènes-là, où qu'on a. Ça commence par Captain Boomerang là, qui se fait tuer. Puis là, t'es comme. Hey, Captain Boomerang, il va pas survivre ce film-là. Ben, non, il meurt tout de suite en partant. Puis, tu sais. C'est pas mal tout le monde là, va mourir là. C'est drôle pareil pour Weasel en tant que tel. Je me suis dit là, jusqu'à la dernière minute du film, jusqu'à temps qu'on voit que finalement il est pas mort, je me suis dit c'est comme un petit peu trop étrange que on se sauve de la noyade, puis la première affaire que Savant arrive, il dit il est mort. Mais tu sais, dans le fond, je sais pas s'il savait qu'il était pas mort. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il est pas mort finalement. Il y a le Detachable Kid que lui, peut-être qu'il meurt pas. En tout cas, il me semble dans le générique, genre il crache du sang, tout ça, je pense qu'il fait comme signe que probablement que c'était pas mal son dernier souffle, là. Mais tu sais, comme James Gunn dit, peut-être qu'il est pas mort, puis tout ça, tu sais, on n'a pas vu la lumière quitter ses yeux, mettons. Fait que, en tout cas, toute l'introduction, comme j'ai dit, là, c'est le fun d'avoir eu, en quelques minutes, s'attacher à pas mal tous les personnages quand même. Le personnage de Mongol, pas vraiment eu le temps là, d'embarquer avec. Je pense que c'est elle qui était vraiment là, comme à quelque part là, qu'on n'a pas donné temps du tout là, à essayer là, d'embarquer avec ce personnage-là. Mais tu sais, c'est vraiment condensé. Puis tu sais, juste en quelques minutes, je pense que tu sais, ça l'écrase carrément là, le premier film de Suicide Squad. Rien contre le film de David Ayer, mais juste avec ce qu'on a fait là, en quelques minutes. T'aimes tous les personnages, t'embarques dedans, puis là, tout d'un coup, tu t'es fait tout arracher. Quand tu penses que tu vas voir tous ces personnages-là pendant tout le film. Oui, j'ai vu le poster avant avec Idris Elba, puis je savais que John Cena aussi allait être là-dedans. Puis là, je me suis dit, bon, ça va-tu être genre 10 personnes là, dans toute l'équipe. Je me doutais peut-être qu'il allait y avoir un personnage ou deux qui allait mourir, là, peut-être au début. Mais là, tu sais, Captain Boomerang, là, ça m'a frappé.
Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est quand même une très bonne intro. Tu sais, il y a le bout avec Harley Quinn, là, dans le fond, là, ça arrive plus loin, là, mais je vais en parler tout de suite là, parce qu'on est dans ces scènes-là. Où ce que t'as le Javelin que lui, il y avait eu comme un. C'est juste des petits moments qu'on a là, sur l'avion, puis que. Tu as le temps de connaître un peu le personnage, puis de s'attacher avec la perspective là, de Harley Quinn. Je pense que Harley Quinn, elle, je pense que ça va être le personnage que je trouve que je vais commencer à être un petit peu saturé de ce personnage-là d'ici la fin du film. C'est pas que je la déteste, je trouve que dans le fond, sa performance apparaît bien. Elle englobe tout le personnage, comme pas mal tout le monde là, dans le film aujourd'hui, mais je pense que elle commence à être trop dedans quelque part. Je pense que il y a quelque part, il va falloir peut-être trouver une manière là, de changer un peu le personnage. C'est comme tout le temps le même personnage depuis Suicide Squad. Peut-être que ça devient redondant d'un côté. Mais en tout cas, je suis content de la revoir, mais je trouve que tous les autres personnages. Tous les nouveaux dans le fond que ça va être là, ceux-là qu'on va être introduits après là, que ce soit Bloodsport joué par Idris Elba, Peacemaker joué par John Cena, t'as le personnage là, de Ratcatcher 2 qui est joué par Daniela Melchior. Juste ces trois-là, dans le fond, là, je trouve que dans le fond, ils font le film en tant que tel. Puis, les à côté, on a Rick Flag, puis Harley Quinn. Je trouve que sont corrects pour qu'est-ce qu'ils font. Là. Même Sylvester Stallone là, en King Shark, je l'aime bien, mais je trouve que le trio principal, là, je trouve il est vraiment solide. Puis les autres, c'est juste un petit peu, là, on rajoute. Là, c'est la série sur le Sunday quelque part, mais le Sunday il est très bon. Là. Fait que c'est ça, là, je suis en train d'un peu embarquer là, dans la suite, là, dans le fond, où est-ce qu'on a l'équipe 2 là, qui apparaît, là, dans le fond, ça sort comme un peu de nulle part, tu te dis, bon, toute l'équipe est morte, puis qu'est-ce qui se passe, puis là, c'est ça, t'as un petit spin quelque part, où est-ce que tout le monde que tu connais depuis le début, ben pas tout, là, c'est ce qu'on va apprendre plus loin, là, qu'on a au moins 2 survivants. On a Bloodsport qui j'ai checké le nom pour le fun puis le personnage, c'est un personnage qui a été créé en 1987 puis je me suis dit en tout cas avec où est-ce que je suis né tout ça on va penser à l'acteur Van Damme puis où est-ce qu'il a commencé là, dans le film Bloodsport puis je me suis dit je sais pas si c'est un personnage qui a été créé à cause de ce film là à l'époque, mais le film Bloodsport tombe de 1988, une année plus tard, fait que y a pas ça n'a pas de lien ensemble, là, mais peut-être que Bloodsport on l'a appelé à cause du personnage, là, mais je sais pas à quel point que le personnage de Bloodsport était populaire là, dans les comics de DC. Mais en tout cas, c'est sûr qui me vient à la tête tout de suite en partant. Bien sûr, c'est ça, joué par Idris Elba. C'est comme drôle, quelque part, où on va avoir enlevé Will Smith, puis son histoire, là, avec sa fille, dans le film, dans le premier Suicide Squad, avec Deadshot. Puis, dans le fond, quand je parle des animés aussi, là, dans les 2 animés, il y a Deadshot, puis toujours sa fille là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça, Will Smith revient pas. On le remplace par Idris Elba comme tête d'affiche. Puis ça va être sensiblement la même histoire qu'il va avoir entre les deux. C'est juste un petit peu plus un extrême d'un sens là, sur le fait là, que dans le fond, il agit comme si mettons il veut rien savoir de elle. Je pense qu'à quelque part la manière que c'est interprété puis la manière que je le ressens, c'est que même si elle a été pognée là, pour avoir volé une montre, puis elle va être accusée de ça, puis c'est ça où Amanda Waller arrive, puis elle va faire du chantage à Bloodsport pour lui dire si mettons elle a juste 16 ans, mais si mettons là, dans l'état là, du Louisiana où ils sont, elle pourrait être amenée là, à la prison de Belle-Rive, puis si elle est amenée à la même prison qu'eux autres, elle pourrait se faire tuer ou pire ou autant en tout cas elle pourrait se faire avoir vraiment un mauvais temps là, à la prison de Belle-Rive quoi. Puis, c'est ça, dans le fond, il fait du chantage avec ça, mais la manière que je vois ça avec la relation entre père et fille qu'ils ont,
Je pense que c'est ça. Il est comme un peu fâché de tout ça, que quelque part, oui, il arrive et il dit je suis fâché que t'as pas pensé à plus que ça. Juste, tu t'es fait pogner pour avoir volé juste une montre. Je pense que dans la manière que c'est apporté, je pense que il dit, garde, t'as pas mieux à faire dans ta vie que de faire juste ça. Je veux dire, c'est vraiment une petite niaiserie de même là, qui va peut-être scraper toute ta vie. Je pense que c'est comme ça qu'il apporte ça, mais c'est un peu la manière qu'il a juste pas de temps avec sa fille, puis il sait pas comment dialoguer avec sa fille, je pense. Je pense que c'est pas mal ça, à quelque part. Je pense qu'à quelque part, il y a du cœur, à quelque part, puis c'est vraiment joué très bien là, par Idris Elba. La manière là, qu'on apporte le personnage, c'est juste des subtilités, c'est la manière qu'il apporte son personnage. Je pense qu'il est vraiment capable de supporter le film, là. Puis c'est comme... cet acteur-là, je pense que il n'y a pas vraiment un film particulier qu'on peut l'attitrer. Je veux dire, il a joué dans beaucoup d'affaires, il est toujours reconnu là, pour qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Pendant des années, là, il y a toujours eu le prochain James Bond, ça devrait être Idris Elba. Je suis pas être en arrière de ça en tant que tel. Là, le gars, il pue du charisme. Là. Il est vraiment bon là, comme acteur aussi. Il pourrait apporter quelque chose là, de merveilleux à James Bond. Là, il est rendu trop vieux. Puis en tout cas, il l'a le gars. Puis il est capable de vraiment soutenir le film. Puis la manière qu'il apporte ce personnage-là, je trouve que c'est vraiment puissant. Puis en tout cas, fait que pour cette partie-là, c'est bon. Après ça, c'est ça. Ils vont nous présenter aussi le personnage là, de Peacemaker qui est joué par John Cena. Qui, la manière, c'est drôle, aussitôt que Amanda Waller arrive puis elle dit à Bloodsport, elle dit ou quand elle parle à son personnel, elle dit bon ben tu sais il est bon dans tout, puis c'est une machine à tuer, il peut prendre n'importe quoi pour vous tuer, n'importe quoi. Puis là elle arrive à Peacemaker puis elle dit exactement la même affaire, puis là Bloodsport il dit ben là c'est parce que c'est parce que tu viens de dire la même affaire de moi là, tout ça tu ris-tu de moi, puis là ben Peacemaker il dit ouais mais je suis la même affaire mais juste un petit peu plus que toi, là, genre le trou que tu fais dans le mur, ben moi je rentre exactement dans le même trou que t'es rentré avec des plus petites balles, puis j'ai même pas à. J'accroche même pas les murs. C'est dans le fond, c'est juste subtilement nous préparer à l'affront face à face qu'on va avoir à la fin. Que finalement, la balle frappe la balle, puis que lui, Idris Elba, va avoir une plus petite balle qui va passer au travers de sa balle. Puis, juste pour montrer là, cette scène-là, dans le fond, c'est juste pour nous la mettre en place. Puis c'est vraiment bien mis en place. Tu t'en rends pas compte, c'est drôle, mais ça a des répercussions là, plus tard dans le film. Puis c'est ça, on a le restant de l'équipe, on a Ratcatcher 2 que j'ai parlé tantôt là, avec le personnage là, joué par Daniela Melchior, toute elle aussi. Dans le fond, là, ce que je trouve le fun, puis que je vais arriver à dire, c'est qu'on a trouvé des fois ça a l'air d'être forcé d'essayer là, d'avoir beaucoup là, de gens là, qui viennent de plusieurs multi-ethnicités, quelque chose de même, en tout cas, comment on dit ça. Puis je trouve que vraiment, tous les acteurs, je sais pas d'où ils viennent tout au complet, là, mais je trouve que ils ont de l'air d'avoir du sens, puis sont capables là, d'embarquer dans le personnage, tout ça, puis l'harmonie là, dans toutes les choses, même s'ils ont des différents points de vue, puis toute la manière qu'ils apportent ça, là, je trouve que tout est vraiment bien, puis ils ont de l'air de qui ils sont vraiment bien choisis pour leur rôle. Ils réussissent à embarquer dans leur rôle. Tous les acteurs sont bien démontrés. Je pense qu'il n'y a pas une performance que je vais arriver dans le film puis je vais dire l'acteur est pas au niveau de qu'est-ce qu'on lui demande pour le film d'aujourd'hui. Je pense que James Gunn a réussi à ressortir là, le meilleur là, de chaque acteur pour le film d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je parlais de Harley Quinn tantôt avec Margot Robbie. Je pense que le plus triste là-dedans, c'est que je pense que celui-là qui est le moins pire, puis je pensais que j'allais quand même aimer là-dedans, c'est Sylvester Stallone. Je pense que, tu sais, c'est correct. Je trouve, tu sais, il fait une performance à la Rocky, ou c'est Sylvester Stallone, quoi. Mais tu sais, j'ai juste l'impression que tu sais, c'est peut-être pas le rôle que ça aurait pas dû être lui en tant que tel. Je pense que c'est peut-être le seul qui est un petit peu mal casté dans tout ça, mais en même temps, ben, tu sais, c'est juste en arrière d'un micro. Puis comme il dit James Gunn,
dans son commentaire audio, c'est que, tu sais, il peut pas. Une fois qu'il a demandé à Sylvester Stallone, aussitôt qu'il a demandé à quelqu'un là, de notoriété comme lui, ben, tu sais, il peut pas arriver puis juste flusher qu'est-ce qu'il a fait à sa demande, tout ça, tu sais, une fois que c'est fait, c'est fait. Je pense que c'est un petit peu une manière de, comme dire. Ambigu de, tu sais, que je pense que c'était peut-être pas son meilleur choix finalement, même s'il dit que Stallone a fait une très bonne job, tout ça. Je pense que, tu sais, c'est ce qui est écrit qui est bon, mais la performance est. Oui, ça va bien avec sa voix, là, avec King Shark, tout ça, mais je sais pas, tu sais. Stallone était peut-être un petit peu mal dirigé, je pense. Je pense que c'est ça. T'sais, on n'aura pas un nouveau Groot là-dedans. Malheureusement, je pense que Vin Diesel est mieux en fait là, de voice casting. Il faut croire là, que Sylvester Stallone, là, mais en tout cas, c'est ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il est physiquement, tout ça? Je trouve que le côté digital là, du King Shark est très bien réussi. Je trouve que, tu sais, on peut embarquer dans sa version physique. C'est juste quand c'est Stallone qui parle, je suis pas trop sûr. Mais tu sais, il tombe tellement là, dans le côté C du groupe. Là, il était important, mais c'est plus vers la fin. C'est pareil pour Polka Dot Man aussi, là, que lui, il va plus embarquer là, vers la fin, il va plus être important là. Il y a ces petits moments un peu partout là, pendant le film, mais c'est vraiment plus pour la finale, là, pour qu'il soit déchaîné à la fin. Puis c'est ça, ça y va avec le King Shark aussi. Là. Fait qu'on revient au temps présent, ben, où ce qu'on était rendu au début du film. On était reculé 3 jours pour nous introduire les personnages, puis c'est ça, on en revient au présent. Il y a Flag qui s'est fait capturer, fait que la mission est dérivée un peu au lieu là, d'aller directement là, à la mission là, pour se ramasser là, à Jotunheim, ben on va aller sauver là, le Captain Flag. Mais c'est ça, au travers de ça, ben, ils vont arrêter, ils vont camper. Bon, ok, ça a l'air que l'île est plus grosse que ce que je pensais. Là. Je pensais que c'était plus une petite île en tant que telle. Là. Au premier écoute, je me suis dit, ils sont là en train de se cacher sur une île, puis ils font un feu, puis. Au début, ils sont vraiment en train là, de se cacher, puis ils font pas trop de bruit. Des fois, qu'ils se feraient trouver quelque chose de même, mais après ça, ils font un feu la nuit, tout ça. Je comprends qu'il faut qu'ils se gardent un peu au chaud, mais il n'a pas de l'air à tout à fait d'être sous le garde, avec le feu qui fait quand même de la lumière au milieu du bois, ben, ça pourrait attirer des regards. Mais c'est là aussi que on fait là, j'ai dit qu'il y a des petits moments pour que le King Shark, ben, c'est un peu le moment du King Shark, puis un peu en même temps aussi pour montrer là, chaque pouvoir aussi que Ratcatcher 2 elle contrôle les rats. Puis de développer une amitié entre le Ratcatcher et le King Shark. Il faut comprendre aussi, c'est toutes des petites affaires qui se font là-dedans que on peut voir que le King Shark il mange genre 10 balles de 12, puis il est encore debout, puis ça ne fait absolument rien. Là. Ça fait juste comme le repousser, puis donc pour voir qu'il est vraiment fort, dans le fond il est indestructible là, virtuellement. Puis c'est ça, c'est toutes des petites scènes de même qui font qu'on embarque avec les personnages. Je trouve que leur amitié est vraiment comme bien montée. Tout est fait là. Vraiment, là, c'est toute la mise en scène. C'est pas juste qu'on veut nous montrer des choses qui sont qui sont extrêmes dans le film d'aujourd'hui. On va en voir là, dans les prochaines scènes là, un peu là, de la violence extrême, où ce que dans le fond on va rentrer là, dans le campement là, où ce que Flag est gardé. On va avoir, chacun va montrer le pouvoir, mais ça va être un petit peu extrême. Puis on va voir un peu de sang un peu partout. Puis c'est vraiment pas un film pour enfants. Mais justement là, dans le campement, ben on a, c'est vraiment pour commencer à monter là, la dualité entre le personnage de Bloodsport et de Peacemaker, que dans le fond c'est comme deux égaux. Peut-être qu'il va y avoir Peacemaker qui va prendre un petit peu le dessus sur Bloodsport. Dans le fond, c'est voulu à quelque part juste pour montrer qu'il y a toujours un petit peu le dessus, puis pour que finalement le bon réussisse à passer par-dessus le méchant là, rendu à la fin. Mais on joue toujours sur un terrain gris. Dans le fond, là, tous nos personnages, c'est des tueurs, c'est pas des personnes qui sont là, des bonnes personnes dans le sens canadien
bien du terme. C'est tous des personnages qui, à quelque part, ont des moralités douteuses. Puis, tu sais, il y a des choses là, qu'ils ont fait là, dans leur vie que. Tu voudras pas les avoir pour embarquer là, dans le contexte du film. Ben, tu voudras pas les avoir nécessairement à l'entour de tes enfants. Mais c'est ça, c'est toute la scène là, pour aller chercher là, le personnage de Flag. Puis vraiment le punch là, de Flag dans le fond, que le campement là, c'était en guillemets là, tout est bon, c'était la résistance. Qui ont tous pas mal tué. Ben, on va voir plus tard là, qu'il reste quand même là, des survivants à ça. Mais c'est comme. Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à ce que ça soit déjà des machins dans le fond, puis qu'on va sauver Flag d'eux autres. Puis finalement, ben, c'est ça. Il est en train là, de boire avec le Sol Soria, qui est la chef là, de la résistance. Dans le fond, là. Elle, l'actrice Alice Braga, qui, honnêtement, je pense que c'est la deuxième fois que je la vois dans un film. Je pense qu'elle a peut-être joué là, dans un des Star Wars. Je suis pas trop sûr, à quelque part, c'est pas l'actrice que je suis en tant que telle. C'est juste que je trouve ça drôle un peu, parce que là, dans quelques semaines, là, je vais parler là, de Predators. Dans quelques semaines, dans genre peut-être 2 mois, là, je vais parler là, du 3e film là, de Predator, puis elle joue j'ai comme l'impression que c'est comme la continuité de ce personnage-là d'un côté. On est dans une jungle, puis elle, c'est ça, c'est ce qu'on a là, dans Predators, puis c'est comme la 2e fois vraiment que je remarque ce personnage-là. En tout cas, c'est ça qui m'a sauté là, dans la tête aussitôt que je l'ai vu. Mais c'est ça, c'est comme on nous montre là, la résistance, tout ça, mais c'est vraiment là, une question d'arrière-plan. C'est pas vraiment important là, de tout ce qui se passe là, dans le côté politique là, de ce film-là. C'est important un peu sur des faits là, pour comme sur le côté là, d'Harley Quinn. C'est plus là où on va aller un peu là, dans le côté là, politique de l'histoire. Mais c'est vraiment plus. On va travailler là, sur nos personnages, puis plus créer nos personnages qui sont. Puis le fun qu'on va avoir avec ces personnages-là. C'est ça que ce film-là va plus nous montrer. Là. Dubois? Salut, Flag. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Waller nous a dit que t'étais... T'es en train de prendre le thé? Voici Sol Soria, c'est la chef de la résistance, un groupe de combattants qui essaie de faire tomber le gouvernement. Ils m'ont sauvé la vie. Wow. Pourquoi je n'ai pas été prévenu de votre arrivée par mes hommes? On a croisé Moi, j'ai personne. pas vu une Ouais, seule j'avais personne. un Je campement me avec demande des si- amis. ouais, je sais pas où ils sont. Je les ai remplacés par ma mère dans ma tête et je les ai tués. Alors, dans le côté politique, là-dedans, en tout cas, c'est comme. C'est toute une île fictive, là, Corto Maltese. On a 2 frères, dans le fond, là, qui vont avoir pris le contrôle là, sur une autre famille là, qui était là, depuis plusieurs décennies. Puis, ils vont avoir pris le contrôle là, de ce gouvernement-là de force. Puis c'est ça, dans le fond aussi, là, ça venait avec la tour de Rotenheim là, qu'on va parler là, un peu tantôt. Puis là, ben, c'est ça, ça fait de la guerre civile, puis tout ça, c'est exactement là, tout qu'est-ce que c'est un peu. Là, je l'ai perdu un peu au travers. Je pense que l'important, c'est de comprendre que c'est juste des machins qui ont pris au contrôle d'une ville. Puis qu'il y a une résistance dans le fond, puis je pense que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre au final. Puis que dans le fond, dans les 2 frères, ben il y en a un qui va, il trippe carrément le sur Harley Quinn. Pas sûr si tout à fait aussi c'est pas juste une question là, politique, parce que c'est ça qu'il dit à quelque part aussi là, quand ils ont capturé là, Harley Quinn, puis là, ben, il essaie de passer une journée avec elle, puis tout de suite là, il demande là, de la marier, il essaie de la séduire, tout ça. Là, tu sais, dans le fond, là, je trouve aussi, il y a beaucoup là, de revirements de situation. Puis je trouve aussi là, la mise en scène est bien faite là-dessus. Où ce que, à quelque part, tu te dis, bon, ben, tu sais, c'est un fou qui veut dominer encore un peuple, puis par n'importe quel moyen nécessaire. Puis, tu sais, aussitôt que tu dis, bon, ben, Harley Quinn, elle va retomber là, avec une genre là, de situation comme avec le Joker, ben, tu sais, elle va arriver, puis elle va carrément le tirer sur place, puis, tu sais, elle va avoir genre un fusil qui était même pas sûr si, mettons, il fonctionnait. Tu sais, ça aurait été comme une autre situation si, mettons, elle l'aurait tiré dessus, puis finalement, ben, tu sais, ça aurait tombé à sec, carrément, là, pas de balle. Mais c'est ça, tu sais, ça fait quand même de l'évolution du personnage là, pour Harley Quinn. Je trouve ça le fun, quelque part. Dans Birds of Prey, oui,
on avait vu comme la rupture entre elle et le Joker. Honnêtement, je pensais, j'étais pas mal sûr que quelque part on allait faire un genre de revirement à la fin du film, que peut-être qu'elle allait la revirer vers le Joker. Je sais pas si ça aurait été une bonne affaire à quelque part, puis ça aurait peut-être envoyé genre le mauvais message. Ça, je peux le comprendre à quelque part, mais c'est une fille qui est tellement brisée, puis qu'il sait pas où se garrocher. Puis j'aurais pas été surpris à quelque part que, quelque part, elle fasse un peu comme la paix un peu avec la fin de sa relation avec le Joker, mais que peut-être qu'à quelque part, que je sais pas, elle s'en retourne vers lui. Pas nécessairement qu'on voit Jared Leto revenir, mais que, à quelque part, qu'elle trouve peut-être qu'elle s'en ennuie ou quelque chose de même de ça. Honnêtement, je pensais que c'est ça qui allait peut-être arriver d'ici la fin du film. Mais en tout cas, comme je dis, je trouve que c'est peut-être un peu à revirer en arrière. C'est pas le bon message, mais. C'est comme Harley Quinn, elle va quand même avec le Joker tant qu'à moi. Puis oui, ça a pas marché là, dans le premier Suicide Squad. Ça je peux comprendre que on va essayer là, de s'éloigner de tout ça le plus possible. Mais ça reste que ça fait partie du personnage. Puis il faudrait peut-être là, que dans le troisième film, on ait une genre de fermeture là-dessus. Que peut-être que c'est elle qui va tuer le Joker, peut-être, ou quelque chose de même. Qu'on ait une finalité avec ça. Là. Mais en tout cas, fait que. Ça, c'est ça pour ça là, en tant que tel. Je sais pas qu'est-ce que ce film-là a contre les oiseaux. Parce que là, aussitôt que Luna, là, le frère là, qui a essayé là, de marier Harley Quinn, on a Matteo, son frère, que lui, Luna, il y avait comme un genre là, de cage d'oiseaux. Puis la première affaire qu'il va faire, c'est genre mettre feu à la cage d'oiseaux. Tu sais, on avait au début là, le personnage là, de Savant. Le film ouvrait avec ça, où il était en train de jouer avec une balle au mur, puis qu'il avait tué un petit oiseau avec sa balle. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec tous les oiseaux un peu partout. Il y a même Harley Quinn à quelque part, elle va tirer là, deux M16 là, de chaque bras là, un peu plus tard qu'elle va s'évader. Puis il va y avoir des oiseaux dessinés là, qui vont voler un peu partout. Je sais vraiment pas là, c'est quoi là, qu'il y a contre les oiseaux James Gunn en tant que tel. Je sais pas c'est quoi tout un peu cette chose-là, là, mais en tout cas, n'hésitez pas à de lâcher un commentaire là, sur Facebook ou sur Twitter là, sur la publication là, du podcast d'aujourd'hui, si vous savez c'est quoi un peu là, le trip des oiseaux. Mais c'est ça, on sait que c'est Matteo là, qui prend le contrôle là, de la famille, dans le fond. Là. C'est juste comme un peu pour placer les choses. Là, puis Harley, c'est ça, est encore emprisonnée, pareil, elle a pas vraiment bougé de place, mais c'était juste comme un peu pour lui donner quelque chose à faire, là, tant qu'à moi, c'est juste pour lui donner une scène, parce que en bout de ligne, si on regarde ça là, dans tout le film, elle est là au début, puis elle est là à la fin, mais au milieu, je pense qu'il faut lui donner quelque chose à faire, puis on sait pas quoi faire, c'est juste qu'il faut la rendre à la fin. Pour avoir notre équipe, mais c'est ça. On y a trouvé juste un genre là, de diversion là, pour le scénario. Mais c'est ça, comme j'ai dit, là, ça, d'un côté, là, c'est bon, ça montre qu'elle a évolué, puis qu'à quelque part, c'est capable là, de trouver là, le drapeau rouge en quelqu'un, puis qu'elle ne veut pas retomber là, dans cette situation-là. Mais en tout cas, ça serait intéressant là, d'avoir le Joker dans tout ça. Alors, pendant ce temps-là, c'est ça, on a notre équipe, là, la Task Force X2, ou je sais pas trop quoi, que eux autres là, se rendent dans le village là, de Jotunheim, là, ou à côté, là, je sais pas si Jotunheim, c'est juste la tour en question, là, ou si c'est le village. Eux autres, là, dans le fond, il faut qu'ils aient trouvé là, un personnage là, qui s'appelle le Thinker, que lui, dans le fond, c'est ça, il sait qu'est-ce qui se passe là, à la tour là, de Jotunheim, puis comment rentrer là, puis dans le fond, là, ça va être le point d'accès là, avec lui. Puis là, c'est ça, il se ramasse là, dans un bar, puis il y a comme
une scène préparatoire. Puis c'est encore toutes des petites scènes. Là. C'est juste nono, mais c'est ça, je pense, le charme du film. C'est où on a le King Shark là, qui dit ben, tu sais, regarde, je vais me déguiser, je vais mettre une fausse moustache. Puis, tu sais, on le voit à l'arrière-plan avec, en train de se faire une moustache avec sa palme. Tu sais, c'est juste, c'est carrément nono. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que ça l'ajoute quand même là, au charme. Puis, il y a Ratcatcher qui arrive. Ah oui, tu vas te déguiser. Ah oui, tu sais, c'est comme. C'est cute à quelque part. Là, toute la relation, puis toutes les choses qu'on apporte. Là. Puis, tu sais, ben, il y avait aussi les autres. D'autres scènes avec ça aussi. Là, on a la relation là, entre Ratcatcher et Bloodsport. Tu sais, il va. Faut comprendre aussi pourquoi que Bloodsport il a tant peur là, des rats. Depuis le début, on le voit là, aussitôt qu'il voit Ratcatcher puis son rat, ben là, il dit hey là, non, c'est pas vrai, là, elle a pas un rat avec elle. Puis selon James Gunn, je sais pas en tant que tel, j'ai pas de rat chez moi. Ça a l'air que des rats, c'est probablement des meilleurs animaux domestiques que des hamsters. Pas des rats sauvages, mais des rats élevés à la maison, j'imagine. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Au pire, commenter. Mais il y a. Ça a l'air qu'ils ont utilisé 2 vrais rats quand même sur le plateau. Il y en a un qui s'appelait Jaws. Puis je peut-être parce qu'ils ont pensé au King Shark à côté. Là, mais il y a l'autre, ils l'ont surnommé là, Crisp Rat. En tout cas, c'est juste Chris Pratt avec le film là, de Gardien de la Galaxie. Là, mais c'est ça, en tout cas, fait que c'est juste une petite anecdote de même, là. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, on a utilisé vraiment un rat. Il y en a des digitales, là. Mais en tout cas, moi, je suis pas sûr que je serais pas dans la même situation là, que Bloodsport là, sur le plateau. Mais c'est ça, fait que on va infiltrer là, la ville en tant que civil. Là, on va aller là, dans un bar là, où on sait là, que le Thinker là, se pointe souvent. Puis, tu sais, ça me fait penser quand même là, à le premier Suicide Squad. C'était là où que vraiment l'équipe elle se solidifiait. Il allait prendre un verre là, dans un bar abandonné. Puis là, ben, tu sais, c'est pas un bar abandonné. Là, il y a plein de monde. Mais c'est là où que l'équipe va quand même se solidifier. Où ils vont prendre un verre ensemble, vont s'amuser là, en attendant là, le Thinker ou le Penseur, là, si vous préférez. Puis, tu sais, dans le fond, une fois que le penseur ou le Thinker va rentrer, il va y avoir Bloodsport qui va aller le voir, puis dans le fond, il va dire regarde, tu me suis ou je te tire sur place. Puis là, ben c'est ça. En même temps, l'armée va rentrer pour, dans le fond, là, trouver qui est là en tant que tel, s'il y a du monde qui n'ont pas d'affaire à être là, tout ça. Fait que avec ça, ben Bloodsport va se retourner à Ratcatcher et à Polka Dot Man, puis va lui dire garde, sortez par la porte arrière, puis nous autres on va faire diversion. Je me dis à quelque part, si Ratcatcher aurait juste sorti son bidule à rat, ben ça aurait pu faire toute la zizanie dans le bar, puis il aurait pu se sauver sans problème, mais en tout cas, on a choisi une autre manière de sortir de la situation. Puis c'est tout aussi valide. T'sais, dans toutes ces scènes-là aussi, il y avait plusieurs scènes coupées là, qui sont sur le Blu-ray. Dans le fond, là, c'est des scènes là, avec le King Shark. C'est pas mal toutes là, les scènes coupées. On a King Shark là, on voit là, qui se balade dans les rues. Il reste pas juste là, dans la camionnette avec Milton. Il se promène dans les rues. Puis il y a des enfants qui jouent dans la rue. Puis on le voit s'approcher là, des enfants, puis là, ben, on se dit, ben, vas-tu les manger ou pas, tout ça. Puis finalement, ben, la scène se prolonge, puis on a tout le scénario qui se déroule, puis on va rattraper un peu là, le King Shark un peu plus loin. Là, c'est Ratcatcher qui se rend compte que King Shark est comme libre dans la rue, puis qu'est-ce qu'il a fait là, des enfants. Puis finalement, il est juste en train de jouer avec les enfants dans leur appartement. Je trouve que ça aurait été le fun quand même d'avoir ces scènes-là. Ils n'ont pas été complétés, mais on voit là, que le CGI est quasiment tout complété. Il y a des scènes qui sont complétées, des fois il n'est pas complété. Mais je trouve que c'est dommage un peu qu'on a enlevé ça.
pour le fait que on aurait pu en rajouter un petit peu au King Shark. C'est sûr que dans le fond son histoire elle tourne en rond un peu. Mais ça aurait quand même rajouté un petit peu quelque chose. C'est pareil pour le Polka Dot Man. Lui, il va s'enfermer là, dans la camionnette avec le penseur. Puis le penseur va essayer là, d'embarquer dans sa tête. Puis essayer là, de le tourner là, contre l'équipe. Puis finalement, le Polka Dot Man, là, il veut rien savoir de ça. Là, il sait bien qu'il rentre dans la tête. Puis lui, il veut rester là, dans l'équipe. Je t'ai pas parlé beaucoup là, du Polka Dot Man. Puis il devient un petit peu plus présent là, quand on regarde les scènes supprimées. Mais c'est ça, il est pas très très présent. Je pense que c'est lui qui est le moins présent. Mais dans toutes les scènes, quelque part, il y a un bout de tout ce qui nous explique là, que dans le fond, il voit sa mère partout. Puis dans cette scène-là, la scène coupée, on comprend qu'il a tué sa mère. Mais quand j'écoutais le film aussi, je l'avais compris là, qu'il avait tué sa mère. Puis c'est pour ça là, qu'il part à l'attaque tout le temps là, quand il voit comme sa mère. Mais il voit sa mère partout. Puis dans tous les cas, là, comme la première fois qu'on voit ça, où ce qu'on voit là, la même madame là, qui est déguisée en tous les acteurs, que ça soit Peacemaker, que ça soit Ratcatcher, que ça soit Flag, en tout cas, je trouve ça vraiment drôle quelque part. Puis des fois tu penses que ça va peut-être être juste un gag. Puis je pense qu'ils réussissent à mettre tout le temps de plus en plus le paquet là-dedans. Dans le bar où il danse avec juste sa mère alentour. Puis c'est toutes des affaires de même. Là, ça devient là, vraiment là, assez drôle partout, là, tant qu'à moi. Là. Fait que c'est ça, on a nos trois gros bras dans le fond. Là, on a Flag, Peacemaker, puis Bloodsport là, qui se font capturer, ils se font arrêter. Puis finalement, ils réussissent à sortir là, facilement là, du fourgon là, qui sont gardés. Là. Ils se battent contre les soldats, puis finalement, c'est ça. Ils foutent le bordel là-dedans, puis finalement, le fourgon, là, il se ramasse dans le fossé, puis finalement, ils réussissent à sortir de là. Fait que la mission suivante n'est pas d'aller à Jotunheim. Ils apprennent que Harley Quinn est toujours vivante. Fait que on va encore diverger là, de la mission principale. On va se dire d'aller chercher Harley Quinn en premier. Puis après ça, on va se ramasser à Jotunheim. Pendant ce temps-là, Harley Quinn, elle, de son bord, elle va réussir à s'évader. Elle va se faire questionner là, par Matteo. Elle va se faire torturer. Ça n'a pas l'air à faire du bien, mais elle, faut croire que le mal, elle aime ça. Elle a l'air d'être mis hors d'état, puis finalement, dans le fond, elle est juste quasiment rechargée. C'est une scène qui est pas mal stylisée dans le fond là, c'est comme j'en parlais tantôt là, où on aime ça mettre des oiseaux dans ce film là. Je sais pas d'où ce que ça vient, mais c'est ça, mais c'est ça, ça devient bien violent quelque part parce que il y a du sang qui gicle partout là, pour la première partie, puis la deuxième partie on vire ça en animation, on met des fleurs un peu partout, tout ça. Je pense que c'est une bonne idée à quelque part parce que dans le fond, plus tu vois de la violence après un bout, tu deviens comme immunisé contre ça. Fait que juste pour mettre un peu de style tout ça, pour rajouter là-dedans, je pense que c'était le meilleur choix à quelque part pour pas que ça devienne juste redondant. On a trouvé une manière de juste comme faire ça de nouveau de tout le temps. Voici ce qui t'attend. Si la mission échoue, tu meurs. Si on découvre que tes renseignements sont faux, tu meurs. Si on découvre que t'as une plaque d'immatriculation personnalisée, tu meurs. Quoi? Non. Si tu mets différents tons de noir, tu meurs. Non. Si tu tousses sans couvrir ta bouche. Allez, oublie ces trois dernières choses. Quoique, ça me paraît évident, mais ça veut pas dire qu'on t'encourage à tousser sans couvrir ta bouche. Il va falloir que tu conduises l'autobus avec nous à l'arrière pour franchir le poste de contrôle à l'entrée. Une fois à l'intérieur, on se divise en plusieurs équipes. Je marche en faisant des gros yeux. Ok. Une fois sorti, on fait sauter cette cochonnerie et on rentre chez nous. C'est du suicide. C'est un peu ça notre truc. Alors, on se ramasse pas mal là, à la dernière partie du film. Là. On est à 1h15 du film. On est à Jotunheim. Puis, notre équipe là, infiltre la tour en question. Ils vont rentrer là. Puis, encore un peu stylisé, là, où il pleut. Puis, là, dans le fond, tout est blanchi. Puis, ils vont rentrer là, dans la bâtisse.
Puis, tu sais, on n'a pas vu officiellement, j'ai parlé là, des scènes coupées, là, mais on n'a pas vu King Shark ben. Il y a une scène où il va ramasser un soldat puis il va le séparer en deux. C'est vraiment une image qui serait là, dans un comic book. Là. Je suis certain qu'à quelque part, on doit avoir King Shark là, dans un livre puis une BD, puis qu'on doit avoir un genre là, de photo de même. Là. C'est vraiment tiré. Là. Ça a l'air de ça, en tout cas. Mais c'est ça, ils vont rentrer, puis là, l'équipe va se séparer en deux. Il y en a une partie là, qui va aller poser des bombes dans la tour. Puis il y a une autre partie de l'équipe là, qui va aller pour trouver, là, dans le fond, là, les données là, du projet Starfish. Puis là, c'est là que Flag va se rendre compte là, que, on va y mettre en pleine figure là, que finalement, il pensait, dans le fond, dans l'émission, là, on disait là, que ça aurait pu être une menace pour les États-Unis ou que finalement, il fallait comme détruire la place, mais que finalement, ça va revirer sur sa tête à quelque part, que finalement, c'est un projet conjoint avec l'ancienne gouvernance du pays, que le gouvernement américain travaillait avec eux autres là, sur le projet Starfish pour pas ce microbe-là. Mais ce projet-là, cette créature-là, puis finalement, leur mission ultime, c'était de détruire toute évidence là, que le gouvernement américain était mêlé à ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça revient sur sa tête, puis le colonel Flag ou Captain Flag, lui, il prend ça mal, là, quelque part, il dit, regarde, je suis pas une marionnette non plus, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Encore une fois, tu sais, en sachant que ça va tuer des enfants pour rien, tout ça, fait qu'il dit, moi, je veux que ça sorte des nouvelles, je veux que le monde le sache, qu'est-ce qui se passe ici. C'est pas vrai que le gouvernement américain va s'enclairer de ça, qu'il y a plein de monde qui sont morts, puis qu'eux autres vont arriver puis vont pointer du doigt à d'autres personnes qui aussi sont autant responsables. Fait que c'est là où ce que Peacemaker, dans le fond, là, je pense qu'on peut voir ça un peu en deux manières. James Gunn nous dit que Peacemaker, lui, il est déjà au courant de tout ça. J'imagine qu'il faut prendre son côté parce que c'est lui qui a fait le film. Mais je pense qu'en fait, là, en écoutant le film, là, je me dis, tu sais, on peut quand même le voir que lui, les deux se rendent compte de la même situation en même temps. Puis que il y a juste Peacemaker à quelque part que lui, il est prêt à tout pour que la paix règne. Dans le fond, là, peu importe là, comment sale il faut se tremper les mains, des fois, il faut faire là, des mauvais jobs pour que la paix règne. Là, c'est vraiment là, ironique, là, mais c'est la nature du personnage. Fait que, lui, à quelque part... c'est le côté là, pour avoir plus la paix, ça serait de pas avoir le disque dur là, qui soit mis public. Fait que, en tout cas, c'est comme ça j'ai vu ça. James Gunn il arrive, il dit que lui il est au courant là, de toute l'information. Ça se peut aussi, je pense qu'on peut vraiment garder ça là, des deux sens. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ça va être un combat entre les deux. Puis finalement, Rick Flag va se faire tuer là, par le Peacemaker. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que Flag survive le film. C'est sûr que, qu'est-ce qui va se passer plus tard dans le Suicide Squad 3? Je sais pas. Je sais pas s'il va y avoir un Suicide Squad 3 aussi. Là. En tout cas, on en parle, mais va-tu l'avoir? Il va-tu revenir là, dans la série Peacemaker? Je sais pas plus non plus. Ça a l'air que la série Peacemaker est aligné là, pour faire pour que dans le fond il puisse faire un peu là, le deuil de ce que Peacemaker a fait là, dans le film d'aujourd'hui. J'ai vu le premier épisode, mais je vais en parler à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais en faire un petit résumé là, pour le premier épisode, mais ça va aller tantôt, comme j'ai dit. Puis c'est ça, fait que Rick Flag, on veut se rassurer de savoir qu'il est mort parce que on voit comme son cœur qui arrête, puis c'est comme il est mort là. Fait que si on le ramène, mais si on décide là, qu'il est mort, il est mort. Mais en même temps, c'est ça que ça reste, c'est le Suicide Squad. Ils peuvent mourir n'importe quand, puis c'est ça qui fait qu'il est le fun de ce film-là, c'est que
tu peux t'attacher à un personnage, puis il peut mourir n'importe quand, puis tu sais, c'est ça qui est. C'est un peu traite. C'est comme, faut pas trop tu t'attaches à chaque personnage, puis de te dire, il va te faire jusqu'à la fin. Tu sais, dans le fond, là, en parallèle, là, on va revenir après ça à 8 minutes avant, où on a le King Shark là, qui se promène là, dans la tour, qui est comme été laissé à lui tout seul. Puis il va trouver un aquarium qui est genre en haut de la tour, ou en tout cas quelque part dans la tour, que finalement, ben, tu sais, avec tout ce qui se passe alentour, là, l'armée qui essaie de rentrer là, dans la bâtisse, là, les explosions, tout ça, cet aquarium-là va exploser. Puis finalement, ben, tu vas penser plusieurs fois là, que le King Shark va se faire tuer. De un par les piranhas qui sont là, puis après ça, par l'édifice qui tombe dessus. Après ça, les soldats qui tirent dessus. Puis même à la fin où que le Starro va le rentrer là, dans un édifice, à quelque part, tu te dis, à quelque part, il va bien mourir, mais finalement, ben, tu sais. Il va tout le temps survivre, mais tu sais, on essaie de tout le temps un peu là, de s'arranger pour nous montrer là, que chaque personnage peut partir n'importe quand. Là. Il y a le personnage de Milton là, il a été là pour infiltrer là, dans le village un peu plus tôt. Tu sais que lui va mourir au travers. Tu sais, dans le fond, là, quand j'ai réécouté le film, là, tu sais, il est vraiment là au courant là, de toutes les scènes. C'est vraiment juste drôle parce qu'on lui donne pas de scène pour vraiment parler. Fait que tu sais, on s'en rend pas compte vraiment là, s'il est-tu là, il est pas là. Mais tu sais, quand il meurt, tu sais, ça devient comme un gag. Puis tu sais, c'est comme comment notre attention est toujours dirigée vers nos personnages qui parlent. Puis tu sais, des fois, on se rend pas compte. Là. Quand on écoute pour la première fois, bien sûr, c'est sûr que la deuxième fois, il faut, tu sais, on sait plus comment que les scènes s'en vont, fait qu'on on porte attention à d'autres choses. Mais Milton est vraiment là tout le temps. Là. Dans toutes les scènes, il est là, puis on le voit à quelque part. Puis quand il meurt, on fait comme, ben oui, c'est vrai, on l'a pas vu depuis un bon bout, mais il est vraiment là. Là, c'est ça, la tour, elle s'effondre. Honnêtement, là, ces scènes-là là, me faisaient penser au mauvais souvenir que j'ai là, de la série des Transformers que j'ai couvert là, il y a genre 3 ans et demi de ça. Il y a un bout où ils sont dans une bâtisse qui s'effondre, puis c'est un peu n'importe quoi, une bâtisse, là, je pense que c'est le 3e film, là, si je me rappelle bien, où elle vire de bord, tout ça, puis ils sont comme dans un étage, tout ça, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais chose qui est différente, c'est que le film d'aujourd'hui est pas mal plus intéressant à écouter là, que le film de Transformers. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, cette scène-là rejoint où ce qu'on était rendu à l'histoire là, avec le Peacemaker, que lui, il était en train là, de courir après le Ratcatcher parce qu'elle avait pris le disque dur, puis là, ben. Peacemaker allait la tuer, mais tu sais, dans le fond, en retournant en arrière, si mettons Flag aurait donné le disque dur à Peacemaker, est-ce qu'il l'aurait tué pareil en tant que tel? C'est là où on voyait quand même que Peacemaker, il est quand même, il a quand même une genre de conscience en arrière, il fait des choses quand même pour qu'est-ce qu'il croit être bien. Mais il est comme un peu déchiré à quelque part, il le fait à contre-cœur, il est pas il est pas nécessairement méchant, mais dans sa mentalité, il fait qu'est-ce qu'il pense qui est bien. Il faut quand même trouver un peu la nuance entre les deux. C'est tous des personnages de toute façon qui ont un certain niveau de gris, ils sont pas toujours dans des extrêmes méchants ou bonbons, sont juste comme dans toute une différence de gris, t'sais. Pour ne pas dire des nuances de gris, en tout cas. Fait que c'est ça, comme j'ai dit tantôt, là, on fait rappel un peu là, à la première rencontre entre Bloodsport et Peacemaker, où il disait que la balle, un tirait dans la même place que l'autre, tout ça, puis en tout cas, je trouve que c'est vraiment comme le résultat, là, dans le fond, là, je trouve ça vraiment bien fait là, pour qu'est-ce que ça arrive aujourd'hui. Puis c'est ça, fait que dans le fond, dans la même bâtisse, ben, une fois que la bâtisse s'écroule, ben, ça libère le monstre en question. C'est un film de super-héros techniquement, fait qu'à la fin on doit avoir quelque chose de gros. Bon, ok, je parlais de Wonder Woman 84 la semaine passée, c'était pas tout à fait ben gros comme finale, mais en tout cas, généralement, on finit avec quelque chose de grandiose à la fin, puis là, ben, c'est une grosse étoile, dans le fond, qui a été ramassée dans l'espace, qui fait un peu... ben, tu sais, en tout cas, c'est un starfish, c'est un poisson des mers. Ou une étoile des mers, puis que finalement ben, qui est hors de la mer, puis que dans le fond il envoie là, tous ces petits
pour pouvoir contrôler du monde. Là. Ça fait un petit peu Aliens, là, où il va s'agripper au visage des gens. Mais au lieu d'avoir un xénomorphe qui lui sort du ventre, ben il va juste prendre le contrôle directement, là, comme dans le tête. Là, fait que, tu sais, dans le fond, il grandit de même, puis il devient plus contrôlant de même. J'étais sûr à quelque part que Starro, à quelque part, il allait rouler sur ses 4 ou ses 5 membres, à quelque part. J'étais sûr qu'il allait faire une roulade. J'étais certain. Ou qu'il allait faire au moins une demi-roulade, à quelque part. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, c'est pas comme si ce film-là n'aurait pas pu aller là. Tu sais, ça aurait été juste complètement ridicule. Parce qu'il faut-tu s'entendre que, je veux dire, un gros poisson des mers en étoile, là, je sais pas comment on dit ça en français, là, un starfish, là, mais on peut-tu s'entendre là, comment que c'est nono d'avoir un gros poisson de même là, qui est en train là, ça devient carrément un kaiju là, comme qu'on va nous dire là, par un des personnages là, qui est aux commandes là, avec Amanda Waller. J'ai pas bien parlé là, de qu'est-ce qui se passe là, au bureau là, d'Amanda Waller. C'est sûr que on a Amanda Waller là, qui est encore jouée là, par la même actrice là, que dans l'autre film. On a une continuité là-dedans aussi. Elle est toujours aussi sans cœur. C'est sûr que elle a des décisions à prendre. Que je peux comprendre son principe en tant que tel. C'est ça qu'elle doit faire. Elle doit vraiment se salir. Il faut vraiment là, qu'elle aille là, du côté obscur. Elle, c'est peut-être le plus extrémiste qu'on a comme personnage. On a son équipe dans le fond là, que ils vont comme un peu se révolter là, contre elle, que dans le fond ils savent là, que ça n'a pas de maudit bon sens, là, que c'est un petit peu trop là, qu'est-ce qu'elle a fait. Juste pour noter qu'il y a un des personnages là-dedans, là, Steve Agee, quelque chose de même, je sais pas exactement comment on dit son nom, c'est lui qui a fait comme qui a été utilisé là, comme pour la forme de base pour King Shark. Puis que c'est lui aussi il revient là, dans la série là, on va en parler là, dans quelques minutes là. Mais tu sais, tout ce qui se passe au bureau là, je trouve ça quand même le fun. Puis tu sais, ça fait vraiment là la bureaucratie à quelque part où ce que vraiment le monde se fout un petit peu là, des autres dans le fond. Tu sais, au début ils sont là en train de prendre des gageurs, qui va survivre, qui survivra pas. Puis finalement, tu sais, quand il y en a qui survivent ou qui sont morts, tout ça, tout le monde ça passe l'argent dans le fond là, puis ils ont perdu le pari ou gagné, peu importe là. C'est comme, ça devient impersonnel. Puis, dans le fond, ils sont pas nécessairement mieux d'un côté. Là. Ils prennent des gageux, mais c'est comme, là, c'est sans cœur pareil. Là. Mais encore une fois, qu'est-ce qui pèse en balance? Ben, c'est quand on parle là, de tuer des enfants, ben, eux autres, ils prennent ça mal. Là. Fait que Starro, lui, il prend le contrôle là, de toute l'équipe ou l'armée là, de Matteo. Dans le fond, lui, son personnage termine pas mal là. Dans le fond, lui, il va juste comme abandonner carrément, puis il va tomber sous le contrôle là, de Starro. Puis notre équipe là, de suicide, là, notre Task Force X2, eux autres, Amanda va lui dire, ben, on abandonne la mission est faite, puis revenez au quartier général, puis finalement, ben, Bloodsport arrive, puis il dit, ben non, c'est pas vrai, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que lui, il commence à se retourner de bord, puis tous les autres, bien sûr, ils vont le suivre. Amanda est prête à lui faire sauter la tête. J'en ai même pas parlé, je pense. Au début, là, dans le fond, on avait la mise en scène là, pour montrer là, que s'il désobéisse aux ordres, ben, il peut lui faire sauter la tête. Autre chose là, qui était bon là, dans le début, là, dans le premier 12 minutes, c'était juste la manière là, de nous montrer que si t'écoutes pas Amanda, ben, elle a payé sur le ton, puis c'est fini, ta tête elle va sauter. Puis c'est ça qu'elle a menace. Dans le fond, c'est toujours la menace. Dans le fond, c'est toujours à chaque fois là, qu'elle prend le micro, c'est toujours elle va le rappeler là, que si tu fais pas ça, ben, je vais te faire sauter la tête. Puis finalement, ben, quand elle est sur le point de peser sur le bouton là, pour tout le monde, ben, c'est son équipe en arrière d'elle là, qui vont l'assommer.
Alors, c'est là qu'on va avoir notre combat final. Puis ce que je trouve le fun, c'est que c'est pas éternel. Dans le fond, chacun va comme lancer là, le spécialité, dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont. Là. On a Polka Dot Man, là, dans le fond, là, qui voit là, on a Bloodsport qui arrive, il dit « Hey, c'est ta mère qui est là. » Puis on voit comme la madame en kaiju, dans le fond, là, qui est en train là, de détruire les bâtisses. Puis où ce qu'il va comme lancer là, c'est bidules en plastique là, puis je veux dire c'est carrément tordant là, voir ces scènes là. Finalement ça fait pas grand chose là-dedans. Dans le fond tout le monde utilise là, le spécialité là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, ils font tout une fois, puis tu sais, regarde, c'est correct, ils ont fait toutes les choses, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Finalement, ben, ça devient au Ratcatcher qu'elle va appeler toutes ses rats. Puis on a Harley Quinn, que elle, dans le fond, là, on avait la scène là, sur la plage avec le Javelin, où qu'elle amène le javelot là, de Javelin, puis que dans le fond, ça va percer dans l'œil, puis les rats vont rentrer là, dans le Starfish, tout ça. T'sais. C'était juste une petite affaire simple de même. Là. Dans le fond, c'est une scène là, qui dure à peu près 10 minutes, puis c'est pas trop, c'est juste correct. C'est ça que des fois qui arrive dans ces gros films-là, c'est que des fois, c'est éternel. Quand on parle là, de Wonder Woman, là, le film de 2017, là, c'est comme le combat avec Ares à la fin. Là. C'était comme ça finit pas. Là, puis là, ben, c'est court, c'est bref. Ça fait qu'est-ce que ça a à faire. Ça fait juste comme unir notre équipe ensemble. Ils travaillent ensemble. Puis c'est pas plus long que ça. Puis c'est fini là. Puis ça fait vraiment mon affaire. J'ai pas besoin là, que ça l'éternise. Ce qui est drôle par contre, c'est que ce qui m'a passé dans la tête, c'est quand Harley Quinn elle rentre dans l'œil de Starro. Puis tu sais, dans le fond, il n'y a pas d'air là-dedans. Là. Puis tu sais, je me dis, bon, ok, c'est parce que dans le fond, elle a de l'air dans la tête. Fait que c'est comme ça qu'elle réussit à respirer. Tu sais, je veux dire, elle cherche même pas à sortir de là. Ou peut-être qu'elle serait prête à mourir là. Tu sais, c'est peut-être ça un peu. C'est peut-être une continuité du personnage. Elle sent qu'elle s'est un petit peu, tu sais, qu'elle s'est un peu racheter un peu peut-être. Mais tu sais, je sais qu'il va y avoir encore au moins un autre projet là, avec elle, que ce soit un Birds of Prey 2, que ce soit un film solo qui s'appelle Harley Quinn, ou que ce soit un Suicide Squad 3. Je suis certain qu'on a au moins encore une histoire là, avec Harley Quinn, là, interprétée là, par Margot Robbie, qui va voir nos écrans là, dans les prochaines années. Alors, c'est pas mal la fin du film. Le disque dur, on décide de le rendre non public. C'est comme un peu un compromis, là, dans le fond, pour que notre équipe reste vivant. Ils vont se servir de ça. C'est sûr que ça fait pas tout à fait l'affaire à Bloodsport d'un côté. Il se dit, bon, ben, regarde, si on veut rester vivant, c'est la seule affaire qu'on peut faire. Mais tu sais, le côté, il aurait pu arriver puis dire, ben tu sais, de la merde, tu sais, on le rend public, puis tu sais, peu importe ce qui se passe, puis ça finisse qu'ils se fassent tout sauter la tête. Ça aurait pu. Peut-être que dans un an ou quelque chose de même, ils vont réussir à faire enlever leur chip de leur tête, puis que finalement, ben tu sais, ils seront plus sur l'emprise d'Amanda Waller, puis ils vont le sortir. C'est possible. En tout cas, honnêtement, je pense que c'est un accord quelque part qu'ils prennent entre eux. Je ferais pas confiance du tout à Amanda Waller, mais j'ai comme confiance un peu là, entre le personnage là, de Bloodsport, qu'ils vont choisir là, qu'ils vont garder ça secret. Dans le fond, je pense que c'est comme ça que ça va aller. Je pense qu'on reparlera jamais là, de ce disque dur-là. Mais c'est ça. Le film finit assez brusquement. Là. C'est comme on a des petites scènes là, juste pour terminer. Là, où il y a Bloodsport là, qui va comme un peu renouer avec le rat. Là, à quelque part, là, il est passé au travers là, de sa peur. Puis il y a même sa fille là, qui voit son père à la télé, puis dans le fond là, elle est comme un peu fière là, de quand même voir là, que son père est là. C'est tout un peu ces scènes là, qui montrent qu'il y a quand même quelque chose entre ces deux-là, même si ils n'ont pas vraiment une bonne relation ensemble. La conversation téléphonique qu'ils ont au début, là, c'est pas le genre de relation saine qu'ils ont entre père et fille. Mais c'est la relation qu'ils ont, tout simplement. Puis ça se voit là, qu'il y a quand même un bon lien entre eux autres, là, ou quelque chose là, qui est caché profondément autour de ça.
Fait que dans les postes génériques, là, on a 2 scènes. On a une scène là, qui parle de. Ben, tu sais, on a Weasel qui est pas mort. Je sais pas qu'est-ce qu'on va venir. Tu sais, si ça va apporter quelque chose, si on va le voir là, dans le Suicide Squad 3, ce que je penserais pas, honnêtement. Là, peut-être, là, genre en clin d'œil, quelque chose de même, si c'est James Gunn qui est en arrière de la caméra. Mais c'est ça, je veux dire, ça n'apporte absolument rien. Si on va s'arrêter un punch à quelque part, ou il aurait pu faire quelque chose avec, je sais pas, mais on a peut-être quelque chose aussi. Là, si James Gunn est encore en arrière de la caméra là, pour le 3e film, je serais pas surpris qu'il y avait quelque chose en tête, mais ça va être au prochain film. Puis on a l'autre scène à la toute fin, où ce que finalement on se rend compte que Peacemaker est pas mort, puis finalement il va être approché là, par les 2 personnes là, qui étaient à la tour de contrôle là, de Amanda Waller, puis qui veulent l'amener là, pour un projet là, qui va être la série télé là, de Peacemaker. Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un des meilleurs films là, de DC. Là, c'est facilement là, haut la main. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Tu sais, j'ai posé une question là, sur le forum de discussion là, sur Facebook. Là, le Facebook officiel du podcast. Puis c'était un des films, là, sinon c'était lui en haut ou le 2e. Là, je m'attendais pas à ce que ça soit ça comme réaction. Je sais pas si je l'aime mieux que, mettons, je pense que pour moi, là, ça va rester que peut-être Batman v Superman va être mon meilleur. Je sais que c'est controversé, mais je pense que c'est quand même mon meilleur. Mais tu sais, c'est tellement pas la même affaire aujourd'hui. Tu sais, comme un film comme Shazam, où est-ce qu'on peut avoir du fun, qu'il est pas pour moi, mais tu sais, qui peut être le fun. C'est un peu ça aujourd'hui, mais tu sais, c'est un film que j'ai eu vraiment du fun à écouter. C'est, je pense, le premier film là, en vraiment longtemps qui va me faire rire pour de vrai. Tu sais, souvent je dis au podcast, tu sais, telle situation m'a fait sourire, tu sais, m'a fait rire un peu, tu sais, des affaires de même, mais tu sais, plusieurs fois, je me suis mis à rire. Oui, des fois, c'est nono, je comprends, mais tu sais, le ton ridicule, mais sérieux, fait comme des fois que c'est comme crédible, pareil, tu sais, comme Starro, c'est comme la manière que c'est apporté, oui, c'est complètement ridicule, mais la manière qu'on l'apporte, je la jette dans cet univers-là, puis ça fait que, tu sais, c'est comme ça fait du bien de voir un film de même que tu sais il est intelligent d'un côté puis il est juste nono de l'autre côté puis ça me semble que des fois il manque un peu de ça dans les films là, américains des fois c'est que on sait qu'on est drôle des fois puis c'est juste qu'on passe sur des situations tout ça fait sourire mais le film d'aujourd'hui m'a fait vraiment rire à plusieurs endroits puis tu sais comme que je dis souvent aussi si on est capable de des fois au moins d'aller me chercher dans une certaine réaction, ben c'est sûr que des fois, là, ça m'apporte beaucoup plus là, vers le vert. C'est sûr que des fois, si c'est le dégoût, ben ça, c'est autre chose. Là. Mais le film d'aujourd'hui, je le trouve vraiment le fun. Contrairement, comme si maintenant je serais pour mettre un palmarès là, pour les environ 10 films là, de l'univers DC qu'on a là, en ce moment. Peut-être que pour qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi, comme j'ai dit, là, va être peut-être Batman v Superman. Mais c'est vraiment pas la même affaire. T'sais, je ne vais pas avoir du fun à écouter Batman v Superman comme que j'ai du fun à écouter le film d'aujourd'hui. Là. C'est vraiment pas la même affaire du tout. Là. Le ton est beaucoup plus sérieux là, dans Batman v Superman. Mais le fun qu'il y a aujourd'hui, c'est pas comparable là, avec beaucoup de films là, que j'ai pu écouter là, qui s'appellent comédie ou comédie noire. Fait que c'est vraiment c'est un bon verre, puis un verre bien en santé. Puis c'est vraiment là, un film que j'endose là, pleinement. Je veux dire, si vous ne l'avez pas écouté, d'un, je ne sais pas pourquoi vous écoutez le podcast, je vais tout spoiler, mais deuxièmement, si vous ne l'avez pas écouté, il faut voir pour le croire, je pense. Je n'ai pas parlé de toutes les gags, des fois ça se raconte pas, c'est vraiment là, tout dans la mise en scène. Puis dans le fond, ça vient de James Gunn. Honnêtement, j'étais un petit peu sceptique au début.
j'étais pas nécessairement vendu avec le Gardien de la Galaxie. Là. C'était des bons films en tant que tels, mais je les ai jamais vraiment réécoutés. Mais en guillemets, ou en parenthèse, j'ai pas vraiment réécouté un film de Marvel à part au cinéma. Je les ai pas mal toutes vus juste au cinéma, mais une fois rendu à la maison, le pire c'est que je les ai toutes en Blu-ray. Éventuellement, je vais faire la rétrospective dans peut-être 3 ans, quelque chose de même, le temps que j'ai purgé un petit peu de super-héros là, de ma tête, mais je les ai tous prêts à quelque part, mais je les ai pas réécoutés encore, en tout cas. Puis il y a peut-être des raisons pour ça. Mais en général, sont bons, tout ça, mais c'est pas des films que je revisite souvent. Fait que ça y va aussi pour le Gardien de la Galaxie. C'était le fun pour la première écoute, mais je voyais pas plus vouloir retourner là, dans cet univers-là. Fait que je restais un petit peu sceptique un peu pour Suicide Squad. Oui, les critiques ont rentré, puis là, c'est dans le fond, là, c'est le Suicide Squad qu'on aurait dû avoir là, en 2016. Puis, honnêtement, j'embarque avec cette vague-là. C'est vraiment qu'est-ce que le film de 2016 aurait dû être. Ça fait comme que le film de 2016, on ressent que ils sont partis avec le principe un peu, puis qu'ils ont essayé tellement de vendre juste l'idée quand ils ont vendu le film aux spectateurs. Puis finalement, ils ont comme se sont dit, ils vont se dire que c'est l'escadron suicide, puis c'est spoilé comme ça, mais aujourd'hui, le film, il va plus. Il va plus loin un peu. Puis il se gêne pas. Il n'y a pas de frontières, contrairement au film là, de 2016. Puis on le voit aujourd'hui là, que c'est ça qui devait arriver là, dans le premier film. Fait que si j'aurais à choisir là, dans les 4 films là, que j'ai couverts au podcast, là, l'autre était plus une suite là, dans le film de 2016. Là. Mais dans les 4 films là, qui existent pour The Suicide Squad, les 2 animés puis les 2 en live action, c'est le seul que je pense que je voudrais réécouter là, dans la globalité. Pour le Suicide Squad, normalement j'écoute tout le temps un film à la fois, puis je l'écoute, je m'investis dedans, puis après ça je saute au prochain film. C'est rare que je croise les films. Là j'avais écouté le film animé Hell to Pay que j'ai parlé là, il y a quelques jours, puis je me suis mis à écouter tout de suite le film de The Suicide Squad, le film que je parle en ce moment. Puis je me suis comme mis un peu quasiment à regretter à l'avoir écouté, parce que je me suis dit, bon ben là, il faut que je retourne en arrière pour écouter ce genre de version inférieure de Suicide Squad avant. Puis c'est pas en train de parler là, enlever mon verre à Hell to Pay. Je suis pas en train de l'enlever, ou le prix de l'enfer, là, plutôt le nom en français. Je suis pas en train d'enlever le verre de ce film-là, mais sauf que le film d'aujourd'hui a vraiment pris tellement le concept, puis il l'a comme élevé là, dans un bon niveau. Puis le film de Hell to Pay, il est pas mauvais, là, il a fait vraiment là, un job supérieur au film de 2016. Mais sauf que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est vraiment je pense le meilleur qu'on a pu faire là, avec le concept. Puis j'espère que d'un côté là, que James Gunn va revenir pour la suite, mais en même temps j'espère aussi qu'il y a encore quelque chose à dire, parce que s'il revient puis il n'y a plus rien à dire, ben là on va avoir tourné en rond. Fait que je suis vraiment là deux pensées là, pour une suite de ça. S'il y a juste une petite chose que je peux dire vraiment que je changerais au film, je trouverais moyen de couper peut-être 10 minutes au film. Malgré tout, il y a peut-être une petite longueur là, dans le premier 1h40, 1h15, là, le temps qu'on se rende au dernier acte. Il y a une couple de fois que j'ai regardé ma montre un peu. C'est peut-être les scènes d'Harley Quinn, là, peut-être que je les couperais totalement. Je ferais le même genre de traitement là, qu'on a fait au King Shark et au Polka Dot Man. Je couperais peut-être tout ça, puis en coupant le personnage de Luna, je pense que ça serait ça que je mettrais là, au cutting room floor peut-être. Mais mis à part ça, ben, c'est un film là, qui est très bien endossable. Alors la série Peacemaker, j'ai écouté juste le premier épisode. Ça reprend directement là, à la fin là, du film. On est 5 mois plus tard, mais il y a encore un Peacemaker qui est à l'hôpital, puis il est guéri, puis il est sorti
juste, dans le fond, il laisse libérer, mais il est comme genre sur un autre projet qui est quand même dirigé par Amanda Waller, mais finalement, on découvre que c'est sa fille qui est dans le projet, qui survole là, le projet. On en revoit là, du monde là, qui était dans le tour de contrôle. Là. On en revoit ces deux personnages là-dedans. Il y a plusieurs d'autres personnages, là, en tout cas, ça a l'air quand même assez complet. Le premier épisode, là, c'est réalisé là, par James Gunn. Je sais pas si James Gunn réalise toute la saison. Il y a 3-4 épisodes qui sont déjà sortis, là, sont bien cotés sur IMDb, en tout cas, pour qu'est-ce que ça vaut. Moi, honnêtement, je trouvais ça le fun quand même, si ça garde le même ton en tant que tel. C'est vraiment là, comme la suite. C'est sûr qu'on voit plus là, la vie comme personnelle là, à Peacemaker. Il revient chez lui, puis on rencontre son père, puis on voit un peu là, comme ça va être préparé plus pour une série où son père, c'est lui qui a les... qui a comme fabriqué là, son casque, puis là, il y a plusieurs casques là-dedans, là, puis d'après moi, là, on va avoir comme un casque chaque épisode là, selon le besoin, quelque chose de même. Là, ça fait un petit peu comme Q là, dans la série des James Bond. Mais c'est sûr, en tout cas, en tant que tel, là, pour le premier épisode, ça devient plus personnel un peu, genre, c'est niaiseux, mais quelque part, il essaie de creuser là, la blonde qu'on a vu là, dans le film d'aujourd'hui, puis il se ramasse dans un bar avec, puis évidemment, elle va rien savoir de lui, puis là, il se ramasse avec un autre, mais on sait bien qu'il y a quelque part qu'il va se passer quelque chose, puis finalement, elle se tourne contre lui, puis l'épisode finit là pas mal. Puis, dans le fond, il y avait comme des besoins primaires, pour mettre ça là, très poliment. Puis c'est ça, dans le fond, elle se tourne contre lui, puis là, on a un combat par épisode. D'après moi, ça va être quelque chose de même là, à tous les épisodes, là, une petite séquence d'action. Puis c'est quand même assez top-notch pour le look du show. Puis l'humour, puis le ton est pas mal égal au film. Fait que, je vais probablement commencer à l'écouter au complet. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires là, qui passent en ce moment. Là, essayer de suivre toutes les shows qui sont produits en ce moment. Là, c'est vraiment beaucoup. Là. Mais c'est ça, j'imagine que je vais l'écouter là, de mon côté. Je m'attends pas à vraiment faire un épisode là-dessus. Peut-être pas. Là. En tout cas, je verrai là, si je suis capable, là, à quelque part. Peut-être faire un gros résumé là, rapide, là, genre un résumé rapide là, de comme que j'ai fait là, en ce moment, là, 1-2-3 minutes. Là, on parle de chaque épisode, puis je vais coller ça à la fin. Là. Quelque chose que je voudrais faire aussi, là, comme j'ai la série des Watchmen que je voudrais éventuellement couvrir. Puis c'est ça, c'est toutes des petites choses que j'aimerais bien, mais à quelque part, comme j'ai dit plus tôt, il y a juste 24 heures dans une journée, fait que on verra bien. Mais c'est ça, en tout cas, pour le premier épisode, moi, je vous invite à aller prendre un coup d'œil. Si vous avez aimé le film d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, là, je pense que ça vaut la peine, là, en tout cas, au moins voir qu'est-ce que ça a l'air, puis si c'est votre affaire, je pense, en tout cas, si vous avez aimé le film, je suis pas mal sûr là, que vous pouvez continuer là, un peu le trip du film, puis ça continue très bien. Là. Alors, on y est. Dans les prochaines semaines, on va quand même continuer à parler là, de DC. On va parler là, le prochain film qu'on va couvrir. Là, ça va être le film animé Hush, Batman Hush, qui est une histoire là, inspirée là, une bande dessinée là, des débuts 2000. Je voudrais parler du Lego Batman que j'ai jamais vu. Parce que c'est quelque chose que je vais essayer de parler là, dans les prochaines semaines. Mais ça va aller tout le temps là, dans la partie bonus, là, où je le fais vers la fin de la semaine. Je vais toujours parler là, d'un film principal là, dans la semaine. Puis dans les bonus, on parlait là, de, comme j'ai dit, Lego Batman, Batman Hush. Des choses qui sont planifiées. Fait que ça se peut que des fois, s'il manque de temps, j'aurai pas le temps là, de parler de tout ce que je veux parler. Il y a plusieurs films animés là, que je me suis procuré là, dans les dernières semaines ou les derniers mois, puis que j'aimerais ça là, en parler d'une couple. En tout cas, des histoires qui sont majeures dans l'univers de Batman, que pourra peut-être avoir de l'influence
dans le film de The Batman. Fait que c'est ça un peu là, ma mentalité là-dedans. J'aimerais ça aussi couvrir, là, ils ont sorti l'année passée un film là, en 2 parties, là, The Long Halloween. J'ai lu là, la bande dessinée, puis j'ai pas encore vu le film. Fait que, tu sais, c'est des choses que j'aimerais ça parler, comme Batman Year One aussi. Tu sais, en tout cas, après ça, on va tomber pas mal là, à la sortie là, du film. Mais ça reste juste des projections, des choses que j'aimerais ça parler. S'il y a des choses là-dedans que j'ai pas le temps de parler, c'est parce qu'il m'a vraiment manqué de temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. Puis il y a juste 7 jours dans une semaine. Malheureusement, des fois, il faut réussir à couper à quelque part, il faut réussir à dormir, puis c'est tout ça ensemble. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit sur la série Peacemaker, que ce soit sur le film d'aujourd'hui. Laissez votre commentaire. Je lis tous les commentaires. C'est bien le fun là, tout voir dans le fond quand on interagit ensemble. Pour commenter, c'est ça. Suivez le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Puis trouver la publication là, du podcast en question. Vous pouvez retourner en arrière aussi. Vous regardez juste là, dans le défilé. Vous allez trouver tous les épisodes là, qui ont sorti là, du podcast là, depuis 2018, dans le fond, parce que j'ai commencé à parler là, du film de Terminator en été 2018. Fait que n'hésitez pas à commenter sur n'importe quel épisode. C'est pas parce que c'est pas l'épisode de la semaine qu'on n'en parle plus. C'est toujours le fun. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le bat-signal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save gold. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.